Lors des dernières vidéos sur la chaîne YouTube, nous avions vu les 35 premières lois écrites dans le livre Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene. Et aujourd'hui, du coup, nous allons voir les lois numéro 36 à 40, en commençant par la loi numéro 36, du coup, dédaigner les choses que vous ne pouvez pas avoir. L'idée de cette loi ici, c'est qu'il faut vraiment éviter à tout prix le perfectionnisme. L'idée que le perfectionnisme, en fait, c'est le fait de se focaliser vraiment sur des petits détails, sur les petits problèmes que l'on a et qui en fait les rend extrêmement importants, les rend extrêmement grands, alors qu'en fait fondamentalement ce sont des petits problèmes, des petites choses sur lesquelles on pourrait même passer sans que cela ne pose véritablement des soucis plus grands. Et par contre, le fait du perfectionnisme, de s'attarder vraiment sur des petits problèmes et d'essayer de réparer des petits problèmes, et bien en réparant ces problèmes-là, on risque en fait de créer des problèmes beaucoup plus grands et qui vont impacter beaucoup plus de choses en fait finalement. Et ça, c'est vraiment un risque. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment à tout prix essayer de ne pas être perfectionniste. C'est un peu la même chose avec les adversaires, nos ennemis. Finalement, vous avez des ennemis, le fait de se focaliser sur eux leur donne de l'importance. Plus vous vous focalisez sur eux, plus en fait vous leur donnez de l'importance, plus ils sont puissants finalement. Et c'est un peu la même chose du coup avec tous les petits problèmes et avec le perfectionnisme. Donc voilà, règle numéro 36, on pourrait même dire éviter le perfectionnisme tout simplement. La loi numéro 37 du coup nous dit qu'il faut créer des spectacles irrésistibles. Ça, c'est véritablement ce qu'a utilisé Cléopâtre, que l'on va voir dans l'histoire qui illustre en fait cette loi. C'est en fait une loi qui nous dit que, en gros, si on s'entoure autour de nous de symboles qui sont puissants, qu'on agit de manière symbolique, que l'on s'entoure de choses qui sont visuellement extrêmement impressionnantes, qui sont luxueuses, qui ont de la valeur, en fait, et bien finalement, cela va rejaillir sur nous-mêmes et les gens vont considérer que nous-mêmes on a de la valeur, en fait, finalement. Le fait de montrer comme ça un spectacle autour de nous qui est extrêmement visuellement impactant, qui est extrêmement fort, qui frappe l'imagination, ça va aussi permettre, même si on est extrêmement mis en avant, paradoxalement de cacher certaines choses, les choses que l'on fait vraiment finalement, en arrière-plan. Et ça a été utilisé de manière extrêmement d'une main de maître finalement par Cléopâtre. Cléopâtre voulait impressionner Antoine, un général romain qui était arrivé en Égypte. Et ce qu'elle a fait pour ça, c'est qu'elle a utilisé un de ses bateaux. Un bateau qui était orné d'or, véritablement des statues et des sculptures en or absolument partout sur le bateau. Sur le bateau, il y avait aussi tout un tas de musiciens, tout un tas de corbeilles, de fruits avec des fruits exotiques, tout un tas de produits de luxe, des parfums qui étaient aussi extrêmement enivrants. Cléopâtre elle-même, elle était en plein milieu du bateau, très très visible, allongée dans un divan dans lequel elle était dans une position extrêmement luxueuse. Elle était elle-même habillée en Aphrodite, enfin, vous voyez le tableau. Les voiles du bateau étaient de couleur violette. Il faut savoir qu'à l'époque, la couleur violette était la couleur la plus chère à obtenir, même devant la couleur rouge. Puisque, en fait, il n'y avait aucune teinture en violet qui permettait de garder cette teinture violette, en fait. Avec tous les procédés qu'ils avaient à l'époque, la teinture violette, dès qu'elle était lavée, dès que le linge était lavé, dès que le tissu en question était en contact avec l'eau, eh bien ça perdait sa teinture. Pour pouvoir avoir une teinture qui était persistante, il fallait utiliser un petit coquillage qui était assez rare et qui était en toute petite quantité finalement. Et c'est ça qui rendait la teinture violette à l'époque extrêmement coûteuse. Et là, l'ensemble des voiles, les deux voiles du bateau, étaient en violet. Était entièrement violette, des voiles de bateau, c'est une surface qui est gigantesque, vous voyez. Et en plus de ça, du coup, le bateau lui-même, il était tiré sur la berge par tout un tas de serviteurs, en fait, qui tiraient le bateau. Donc, vous voyez, c'était une sorte de trône flottant de la reine. Et ce qui a énormément frappé, en fait, Antoine, et qui a même invité Cléopâtre à venir le rejoindre. Ce que Cléopâtre a répondu du coup, c'est que non, si jamais Antoine veut effectivement rencontrer la reine, eh bien c'est lui qui doit se déplacer à elle et venir à sa réception. Et ce que Antoine accepta, et en arrivant au palais de Cléopâtre, en fait, eh bien Cléopâtre avait là aussi mis en place une réception absolument somptueuse, grandiose, avec des lustres en fait qui pendaient du plafond, qui étaient absolument sublimes, les plus grands qu'ils avaient à l'époque, en fait, avec
avec tout un tas de produits de luxueux, un buffet absolument sublime qui a complètement émerveillé en fait Antoine une fois qu'il est entré dans ce palais-là aussi. Et c'est vraiment l'art en fait de mettre les petits plats dans les grands, c'est le cas de le dire, et de montrer des choses qui ont énormément de valeur autour de nous pour nous porter en fait finalement. Et ça donne énormément d'impression aux yeux des gens. Et donc la loi numéro 38, pensez comme vous voulez mais agissez comme un autre. L'idée ici de cette loi, c'est que si jamais vous avez des idées qui vont à contre-courant de la tendance actuelle, eh bien il vaut mieux garder ces idées-là pour vous ou en tout cas les partager uniquement avec des gens qui sont ouverts d'esprit, en qui vous avez confiance. Parce que si jamais vous partagez ces idées-là publiquement, eh bien vous risquez en fait de vous attirer la foudre du public. Vous risquez en fait de vous attirer véritablement la contestation massive. En plus de ça, vous risquez de vous croire, en tout cas les gens risquent de croire que vous prétendez plus intelligent qu'eux et de prendre ce que vous dites là pour du mépris en fait de leur propre croyances ou de leurs propres avis en fait sur le sujet sur lequel vous avez des positions contraires à la majorité. Et donc vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement délicat à manier parce que évidemment les gens ont horreur de se faire passer pour moins intelligents que vous, ou en tout cas les gens qui se prétendent être plus intelligents généralement ne sont pas très populaires. Donc voilà, il faut faire attention à ça. C'est une loi un peu particulière, je vous avoue, parce que ça n'a été illustré que par des contre-exemples dans le livre. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi toujours des façons de communiquer qui sont bonnes. En fait, on peut être contre l'avis général, mais si on s'explique de manière suffisamment correcte, à mon avis, sans accuser qui que ce soit, sans mépriser qui que ce soit, je pense que ça peut passer quand même. Donc voilà, je suis un peu dubitatif personnellement avec cette loi. Mais bon, en tout cas, loi numéro 39, remuer l'eau pour trouver des poissons. L'idée, c'est qu'ici, l'auteur nous rappelle ce qu'on avait vu au tout début du livre, hein, c'est-à-dire que si on ne sait pas maîtriser ses émotions, on risque d'avoir énormément de mal à mettre en place les actions qu'on avait même prévu de faire dans notre plan. Vous voyez, si on est trop craintif, si on est trop stressé, si on est trop impulsif, si on est trop colérique, et bien finalement cela risque d'influencer sur notre propre plan et que l'on n'arrivera tout simplement pas à mettre notre plan en exécution. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours garder un état d'esprit serein, clair, pour pouvoir être objectif sur les choses. Mais par contre, si nous on arrive à mettre nos ennemis en colère, si on arrive à les mettre dans un état de stress, eh bien cela est très bénéfique pour nous parce qu'évidemment le fait qu'ils agissent d'une mauvaise manière, peut les mettre eux en difficulté et évidemment cela peut nous être bénéfique. Ça c'est illustré par l'histoire du singe et de la guêpe. Alors c'est une fable en fait. Le singe et la guêpe, illustré ici par une petite guêpe qui voyait un singe manger une poire et du coup cette guêpe là voulait aussi avoir cette poire là et donc elle s'est approchée de la poire que mangeait le singe et le singe évidemment a frappé la guêpe pour pouvoir l'éloigner. Cela a mis la guêpe très en colère et elle revint voir la poire pour en avoir quand même parce qu'elle en avait envie, mais le singe la refrappa en fait pour pouvoir l'éloigner. Et là, la guêpe est complètement sortie de ses gonds, elle était devenue très colérique, très en colère contre le singe, et elle est allée voir le singe, et elle allait piquer le singe. Le problème, c'est qu'évidemment, ces insectes-là, lorsqu'elles perdent leur dard, meurent en fait, tout simplement. Il y a la moitié de leur abdomen qui est déchiré et elles meurent. Et la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, le singe, il a eu juste un petit bobo et que la guêpe est décédée. Et c'est ça l'idée, c'est que si on arrive à mettre en colère les autres, ici le singe a mis en colère la guêpe, et celle-ci s'est quasiment suicidée sur nous en fait. Sur le singe en tout cas, parce que nous ne sommes pas des singes. Et vraiment c'est ça la morale de l'histoire, si on arrive à stresser les autres, si on arrive à stresser nos adversaires, si on arrive à les mettre en colère surtout, eh bien ils peuvent se mettre dans des situations, ils peuvent se mettre eux-mêmes dans des situations très compliquées. Et donc c'est une façon de les manipuler en fait, vous voyez. Donc voilà pour la loi numéro 39. La loi numéro 40, mépriser les repas gratuits. C'est une loi avec laquelle je suis assez d'accord, je dois bien vous avouer.
L'idée ici, c'est que tout ce qui est gratuit est en fait soit une arnaque, soit des obligations cachées, ou en tout cas c'est dangereux. Ce qui est gratuit, ce qui est offert est quelque chose qui est dangereux. Et que ce qui en vaut vraiment la peine, c'est quelque chose qui mérite d'être payé pour. Et qui mérite même que l'on paye de notre propre poche. Vous voyez? Parce que comme ça, on ne devra rien à personne. L'idée de l'auteur ici, c'est que la générosité est un aimant du pouvoir. C'est quelque chose qui est contre-intuitif, mais qui est en fait assez vrai. Je suis assez d'accord avec ça. Parce que si on prend le contre-exemple de ça, vous voyez, quelqu'un qui va toujours essayer d'avoir le moins cher possible, qui va toujours essayer d'avoir quelque chose de gratuit, qui va toujours essayer d'avoir quelque chose le mieux du mieux du mieux du mieux pour le moins cher possible en fait, et qui va toujours essayer de ne pas payer, et bien finalement il va se retrouver avec peut-être quelque chose de qualité, mais probablement pas avec un ensemble de choses autour de lui qui est de qualité. Et cela va se retourner forcément contre l'image qu'il a de lui-même et contre l'image que les autres ont de lui, en fait, tout simplement. Ce qui fait qu'il est vraiment... C'est vraiment quelque chose à éviter, hein. Ça, c'est souvent les histoires. Par exemple, vous êtes en train de refaire votre maison et vous voulez absolument payer le moins cher possible. Si vous engagez, par exemple, des artisans au black pour refaire votre toiture, par exemple, eh bien, si ces artisans-là, effectivement, ne sont pas chers du tout, donc ça c'est plutôt positif, mais que vous vous rendez compte qu'ils ont fait un travail de cochon, qu'ils sont véritablement pas doués du tout, et qu'ils vous ont tout salopé en fait le travail, et bien finalement, vous risquez fort de devoir, après leur passage, faire appel à une véritable équipe professionnelle, et en espérant qu'il n'ait pas causé encore plus de problèmes qu'il y en avait à la base, et donc vous allez devoir payer encore plus cher, vous voyez. Donc ça c'est vraiment... oui, ça sent le vécu, pas de moi, mais ça sent le vécu, effectivement. Mais voilà, c'est ça l'idée, c'est que si on veut absolument avoir le moins cher, du moins cher, du moins cher toujours, on risque d'avoir une qualité au moins cher, tout simplement, et une vie au moins cher, au final. Donc c'est ça, vraiment la loi numéro 40, mépriser les repas gratuits, ce qui en vaut la peine mérite d'être payé pour. Et ça, je suis assez d'accord. Ce qui conclut donc notre vidéo sur les lois numéro 36 à 40, et je vous invite du coup à regarder la prochaine vidéo vu que ce sera la dernière vidéo de cette série. On arrive au bout, hein, véritablement. Du coup, je vous retrouve la prochaine fois.